Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes, Lucien Pambou et Djemal Mohamed Taleb. Place au dossier du jour. La République de Guinée-Bissau fait face à une situation économique difficile. Ces dernières années, le pays a connu de faibles niveaux de croissance économique et du développement limité du secteur privé. À Bissau, les populations militent pour un renouveau économique. Un reportage de Franck Dauphinan, notre envoyé spécial en Guinée-Bissau. Quand le secteur privé d'un pays est fragile, son économie en pâtit. C'est le cas en Guinée-Bissau. L'économie du pays se caractérise par un secteur privé encore à l'état embryonnaire. Parmi les facteurs bloquants, il y a un environnement des affaires peu propice et un manque d'infrastructures de production. En effet, la Guinée-Bissau fait partie des pays dont l'environnement des affaires est le moins favorable au monde. Selon le rapport Doing Business 2011, le pays a été classé 181e sur 183 pays en 2010. L'instabilité politique du pays et les longues procédures administratives ne facilitent pas également la tâche. La Guinée-Bissau, dans ce contexte défavorable, a enregistré néanmoins des améliorations significatives. C'est ainsi que dans le domaine de la création d'entreprises que le gouvernement a mis en place le guichet unique. C'est un secteur qui souffre à cause du manque de ressources humaines et l'absence de cadre juridique. L'autre point est que le pays a un secteur privé désorganisé parce que c'est l'informel qui domine, pas de loi ni de cadre juridique. En plus, une bonne partie du secteur privé est contrôlée par les étrangers qui viennent pour la plupart du Sénégal, de la Guinée-Conakry et des pays voisins. Et ces derniers ignorent les réalités et les lois établies dans ce secteur. L'instabilité politique ne facilite pas non plus les choses car il n'y a pas de suivi dans ce secteur. Pour expliquer les difficultés que rencontre le secteur privé bissau-guinéen, certains économistes trouvent une explication liée à l'histoire politique du pays. Monopartisme et monopole politique se confondent avec gestion économique du pays. Depuis les indépendances, le secteur privé peine à se développer. À cette époque, il n'y avait qu'un seul parti politique qui monopolisait tout le secteur privé. Ce n'est qu'avec la libéralisation de l'économie que de petites entreprises ont vu le jour et les lois n'ont pas accompagné le processus. Voilà ce qui explique ces situations. En effet, l'expansion du secteur remonte en 1986 avec la libéralisation économique suivie de la privatisation de certaines entreprises publiques. L'absence de cadre réglementaire, un secteur informel beaucoup plus développé, autant de facteurs qui font que les institutions financières n'investissent plus dans ce secteur privé. L'accès au crédit et les courtes échéances des prêts offerts par le marché bancaire constituent également un frein au développement du secteur privé. Les banques, encore une fois, ne trouvent pas des conditions pour prêter de l'argent au secteur privé parce que la justice ne marche pas. Les tribunaux ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que les procès mènent beaucoup de temps au tribunal pour être décidés. Tout ça ne favorise pas le développement du secteur privé. Le manque d'organisation du secteur privé en Guinée-Bissau a des conséquences graves sur l'économie du pays. Mas depois o funcionamento das empresas tem uma série de dificuldades. Les conséquences sont grandes, l'économie est paralysée car le secteur est le moteur de développement. Maintenant, notre unique source de revenus, ce sont les importations et un pays ne peut pas vivre seulement de ses importations. Pratiquement toutes les recettes fiscales nous viennent des importations. Rien ne fonctionne dans l'économie interne car tout est informel. Aujourd'hui, le secteur privé, n'est-ce pas, formel, se trouve dans une situation chaotique. Parce que la concurrence déloyale, elle est très élevée, elle grandit de plus en plus. Dans tous les secteurs, hein, pas seulement dans le secteur anacardier, dans tous les secteurs, surtout les secteurs de l'alimentation. Donc il faut qu'on arrive à renverser cette situation. On ne peut pas continuer, n'est-ce pas, à avoir un pays là où le secteur informel grandit parce qu'il ne paye pas, le secteur informel grandit parce qu'il ne dédouane pas, et le secteur formel est en train de mourir parce qu'il n'a pas d'issue possible. Donc ça, c'est grave. L'économie va se fondre, le pays ne va pas tenir, or que le pays bien géré et que tout le monde soit traité de la même façon et que tout le monde paye,
on peut effectivement arriver à des niveaux assez bons dans une période de temps très courte. Néanmoins, des progrès ont été réalisés dans le cadre institutionnel, principalement avec la mise en place du guichet unique pour les formalités de création d'entreprises financées par le PNUD et la Banque mondiale en 2011. Ces progrès ont conduit le pays au rang de 176e sur 183 en 2011 du Doing Business 2012, soit 5 points d'amélioration. Mais les défis majeurs restent à relever. Começa a haver alguns trabalhos. Certes, il y a des innovations majeures dans tout le pays avec la création de ce guichet unique, mais cela ne suffit pas parce qu'il y a tout un arsenal juridique qu'il faut revoir pour que le secteur formel puisse se développer. Ce secteur formel a évolué pendant longtemps dans un environnement hostile et perturbé. Ce secteur a assez souffert et cela depuis sa création. Il faut revoir au plus vite le système juridique pour faire revenir les investisseurs. Preciso ainda remover no ambiente para que, de facto, o setor privado possa desenvolver na Guiné-Bissau. Temos setor privado descapitalizado. Estamos a falar num país que viveu uma guerra civil. Il faut rappeler que nous avons vécu 40 ans de guerre civile, donc c'est normal qu'il y ait ce dysfonctionnement dans la justice parce qu'il y a absence de l'autorité de l'État. Avec un pays sans gouvernement, on ne peut s'attendre qu'à cela. Je pense qu'on doit réorganiser l'appareil judiciaire. Selon le dernier recensement national des entreprises en 2008, la Guinée-Bissau compte plus de 8600 entreprises, parmi lesquelles moins de 200 formellement enregistrées. La presque totalité est représentée par des micro- et petites entreprises. D'après les acteurs économiques, les lois pour accompagner le secteur privé ne manquent pas en Guinée-Bissau, mais le déficit est lié aux ressources. Nós achamos que há que criar condições para que exista uma economia. Ce personnel existe, mais il faut juste les motiver pour qu'ils puissent aussi travailler dans de bonnes conditions. É possível controlar os impostos que devem pagar ao Estado. Mas as économies informais. Le secteur privé bissau-guinéen reste tout de même sous-développé avec un nombre réduit d'entreprises privées formelles. Pour relever ces défis, l'amélioration de l'environnement des affaires et le rehaussement du niveau de la compétitivité de l'économie restent des priorités pour les autorités. La société civile a notamment un rôle à jouer dans la politique de promotion du secteur privé. Notre véritable souci, c'est le manque de ressources compétentes et on espère qu'après ces élections, le pays pourra compter sur des dirigeants capables de gérer non seulement le pays, mais aussi de faire fonctionner le secteur privé et bien d'autres secteurs. Il nous faut des personnes qui se soucient des intérêts du peuple et non de leur parti politique uniquement. Il nous faut des dirigeants compétents qui luttent contre la corruption et installent la bonne gouvernance. Cela passe d'abord par une réorganisation du secteur de la justice, car tout le monde sait que ce secteur a un grand rôle à jouer dans ce sens. De façon générale, les différentes caractéristiques de l'environnement des affaires restent à améliorer. L'information commerciale, impôts et taxes, droit de propriété, marché du travail, le système judiciaire sont moins favorables que celles de plusieurs pays de la sous-région. Le secteur privé est par conséquent dominé par des activités informelles qui génèrent plus de 70% du PIB. Notons toutefois l'implication des banques dans le processus de réhabilitation du secteur privé grâce à des actions de formalisation et d'éducation des petits et moyens opérateurs en vue de réduire la fragilité du secteur. Lucien, comment expliquez-vous cet environnement propice aux affaires en Guinée-Bissau? Propice aux affaires, je pense quand on regarde Sandra, quand on regarde le reportage, il y a en fait ce que j'appellerais un diagnostic bilan qui a été parfaitement bien mené par les différents intervenants qui ont une idée assez précise ou des idées assez précises sur les différents blocages liés à la fois à l'instabilité chronique politique dans ce pays, au fait aussi que d'une certaine manière les banques ne jouent pas le jeu et il y a le développement du secteur informel et qu'il y a une absence de ressources humaines capacitaires capables de motiver ou de soulever l'économie en fait privée. Et puis il y a un élément fondamental, c'est l'impression qui est donnée, c'est l'impression de perdition. On a l'impression que les acteurs économiques, bien entendu, baissent les bras. Bien, une fois qu'on a fait ce que j'appellerais ce bilan diagnostique, bien entendu,
qu'est-ce qu'il faut voir dans le futur? La Guinée-Bissau présente, si vous voulez en ramasser, ce que représentent les difficultés qu'éprouvent la plupart de certains pays en voie de développement, qui ont connu des instabilités politiques chroniques, à mettre en place un modèle économique qui tienne à la fois compte, puisque nous sommes dans la mondialisation, d'une économie libre, d'une économie de marché et des contraintes qui sont liées à leur propre existence. C'est vrai dans le cas, effectivement, de la Guinée. Alors, on espère, en effet, que la stabilité politique après les élections sera revenu et que les nouveaux dirigeants aux affaires vont mettre en place toute une programmation stratégique, bien entendu, pour à la fois bâtir un périmètre précis, à la fois sur le plan économique, sur le plan juridique et sur le plan financier, pour en effet faire émerger ce secteur privé qui est embryonnaire. C'est un premier élément. Il y a un deuxième élément. Alors, je vais passer la parole à Djemal avant de revenir vers vous. Djemal, votre point de vue sur ce reportage qui a été diffusé? Je pense qu'il est bien fait et il résume de façon absolument assez exhaustive la situation. Je mets de côté l'instabilité dont ce pays a été victime ces derniers temps. Il a connu tout de même, le pays, une stabilité assez importante sous le pouvoir de Nino Vieira. Ce n'est pas pour autant que la situation économique s'est améliorée. Et beaucoup de pays connaissant une situation politique stable n'ont pas de situation économique stable pour autant. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent la situation de la Guinée-Bissau, la faiblesse du marché intérieur, une économie essentiellement extravertie, un cadre juridique absolument inopérant et inadapté, une justice plutôt pas très bien convenable, et encore j'utilise un euphémisme, un taux de bancarisation est très faible, des taux d'intérêt de la banque assez élevés, donc la banque qui ne finance pas l'économie, enfin tous ces facteurs que nous connaissons d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays proches de la Guinée-Bissau. Cela dit, ce pays a connu un blocage ces derniers temps, qui ont incontestablement entravé, créé une difficulté réelle. Le dynamisme de ce pays, qui est réel et qui ne manque pas de ressources halieutiques, minières, touristiques, il est capable de décoller, il est capable de développer un cadre juridique privé qui permette à l'entreprise donc de fonctionner normalement. Il y a, de mon point de vue, connaissant la situation un peu de Guinée-Bissau, je pense qu'il y a besoin d'un vrai code des investissements nouveau. Je pense qu'il y a besoin donc que le pays ne soit pas assis uniquement sur un partage de la richesse rentière, et il y a besoin donc d'une modification générale du droit de sûreté, du droit des investissements, d'un code d'échange beaucoup plus convenable. Ce sont des situations-là qui se posent. Mais tout cela ne peut se faire que quand le pays aura connu une situation politique beaucoup plus stable et que les autorités nouvelles qui sortiront de l'élection, donc du second tour le 17 mai prochain, connaîtraient à ce moment-là un effort réel et une volonté réelle avec l'appui, le soutien et des pays autour. Lucien, je vous regardais avec intérêt. Djemal? Oui, Djemal met l'accent sur le code des investissements. C'est une bonne chose pour structurer effectivement le droit des affaires. Mais dans la mise en place d'un code d'investissement, surtout dans des pays comme ceux-là, pays surtout africains, nos pays africains, il faut faire attention que le code d'investissement mis en place ne soit pas en défaveur du pays. Trop souvent, parce que la plupart des pays ont besoin à la fois de matière intellectuelle, de matière technique, de matière technologique, de matière financière, établissent des codes d'investissement qui font la part belle au capital étranger, et même s'il y a, la part belle au capital étranger, et ce qui risque à terme, bien entendu, de spolier les intérêts généraux, bien entendu, du pays. Alors, bien entendu, il est absolument important qu'un certain nombre de règles liées aux affaires, liées au business, liées au droit de propriété, au droit de sûreté, aux garanties de retour sur investissement soient établies. Mais j'ai bien peur que le modèle libéral, et pourtant je suis libéral, mon Dieu, le modèle libéral tel qu'il est accepté par les pays africains est un modèle, en fait, qui est accepté, je dirais, à bras ouverts, sans analyse stratégique. Alors, je ne veux pas comparer les pays africains à des pays comme la Chine, parce que nous sommes dans des contextes historiques complètement différents, mais encore faut-il que les pays africains acceptent en effet de prendre à bras le corps le problème de quoi? De la mise en place des droits de propriété qui les avantagent. Alors pour ça, il faut des ressources humaines, il faut des hommes politiques stratégiques. Djemal,
Je vois que Lucien a une connaissance du Code des investissements et du droit absolument des investissements, comme il a une grande connaissance de la Mauritanie ou du Rwanda. Mais enfin, oui, c'est pas très grave, il en a le droit. Cela dit, non. Le code ton activité intellectuelle. Ah, mais bien entendu. Allez-y. Le Code des investissements, il n'y a pas un Code des investissements occidental qu'on prend comme modèle et qu'on transpose dans un pays. Je n'ai déjà pas dit ça. Il n'y a personne au monde qui est capable de réfléchir comme ça. L'idée de se dire, nous voulons trouver le cadre juridique le plus sécurisant et le plus attractif pour les capitaux extérieurs. Et à ce moment-là, nous cherchons, en fonction du marché international, de notre réalité et de notre attractivité propre. Je pense que les Bissau-Guinéens, et je n'ai pas de leçon à leur donner, je pense que toi non plus tu n'as pas de leçon à leur donner, sont capables de réfléchir et de trouver le modèle juridique capable d'attirer les investissements le plus adéquat et le plus adapté. Et donc de ce point de vue, il faut. Mais ça ne suffit pas. Parce que quand bien même vous mettez en place un code des investissements le plus attractif au monde, si vous-même vous n'êtes pas compétitif et que vous n'avez pas de raison d'attirer les capitaux ne viendraient pas pour autant. Ce qu'il faudrait, c'est, une fois que les capitaux sont venus, les sécuriser par un outil juridique correct. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le premier venu vous spolie votre investissement. C'est un risque réel qui existe dans beaucoup de pays. Et donc, je pense que si les Bissau-Guinéens veulent demain donc, attirer les capitaux, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin aussi en même temps, et je le disais tout à l'heure, et c'est important, il faut que la banque finance l'économie. Et à partir du moment où la banque finance l'économie, il faut que le marché de l'argent soit abordable. Et donc, l'une des difficultés de la Guinée-Bissau aujourd'hui, c'est que, 1, le marché est asséché. 2, le taux de bancarisation est faible. Le nombre de Bissau-Guinéens qui possèdent la banque est faible. Troisièmement, le fonctionnement, la vie, le rôle d'acteur de la banque dans le financement de l'économie est faible tout le temps. Mais c'est difficile d'avoir des unités de mesure dans un pays comme la Guinée-Bissau parce que ces dernières années, hélas, elle a connu une situation d'instabilité telle qu'on n'est pas capable d'avoir des unités de mesure correctes. J'espère surtout que demain, la situation va s'améliorer. Nous avons l'exemple de quelques pays autour qui fonctionnent très bien. Le Nigeria est un pays très impliqué en Guinée-Bissau. Je pense que les Nigérians ont un appui économique assez considérable. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles, donc, j'espère ou je pense que demain la Guinée-Bissau connaîtra une situation nouvelle, c'est l'intérêt que ce pays présente aux yeux des Nigérians. Et j'ai bon espoir à ce que le pays, donc, par les génies de ses hommes, par l'attractivité de son économie, connaissent une situation différente. Alors Lucien, comment voyez-vous ce renouveau économique tant espéré par les Bissau-Guinéens ? Le renouveau économique, je vais essayer d'avancer des arguments moins chauds que celui de Jamel, parce qu'il est en ébullition intellectuelle. Pour dire la chose suivante, en effet... Je l'ai un peu tiré de toi. Pour dire la chose suivante, en effet, que c'est très bien le cadre intellectuel, le cadre technique, technologique. Il y a un élément fondamental, je crois, qui n'est pas souvent mis en évidence, c'est le capital humain. Le problème du capital humain est un élément fondamental. C'est-à-dire que je sais bien que les pays africains vivent à la fois des espaces de contradiction marqués, à la fois leur Moyen-Âge, leur monde contemporain. Donc, il faut faire vite. Mais le problème dans le faire vite, il faut créer les conditions, en effet, intellectuelles, pour que, d'une certaine manière, le capital étranger ne spolie pas. Et je ne dis pas ça pour refuser le capital étranger. Mais le capital étranger, cher Lucien, ne vient pas spolier. Il ne vient pas spolier. Mais si vous le laissez, cher Jamel... Pourquoi vous le laissez? Attendez, si vous le laissez... Il vient chez vous se proposer, il prend un risque. Mais le capital étranger est le bienvenu dès lors qu'il accepte le risque. Oui, mais dès lors qu'il accepte aussi... du capital étranger. Non, dès lors qu'il accepte aussi... Il y a une contradiction intellectuelle chez toi qui est extraordinaire. Il se revendique libéral, c'est extraordinaire ça. Laissez-moi. J'ai pas peur du capital étranger, je dis simplement le capital étranger doit venir, je suis libéral, ne peut pas faire n'importe quoi dans un pays étranger. Il fait ce que le cadre juridique lui permet de faire. Quelquefois, on voit bien que la connaissance structurelle des affaires, vous connaissez bien la problématique, par exemple, des industries de raffinerie pétrolières dans les pays africains. Vous voyez très bien. Ça n'a rien à voir. C'est du capital étranger. Donc, ça n'a rien à voir. Attendez, c'est du capital étranger. Alors, je veux dire la chose suivante. C'est pas de l'amalgame. Je dis simplement... Oui, il faut du capital étranger, mais de la formation pour permettre, en effet, aux citoyens de la Guinée-Bissau, effectivement, d'être quelque part les maîtres chez eux. Alors, je sais bien que nous sommes dans un monde ouvert. Je suis ouvert intellectuellement. Je suis pour la mondialisation. Mais une mondialisation
articulé et non pas je suis un libéral, mais un libéral social articulé derrière des règles. Je sais bien que c'est un modèle intellectuellement difficile. Alors je sais bien aussi que la plupart des gens boivent, abreuvent, s'abreuvent de la mondialisation. Notre cher ami Djemal en est un. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.